Et salut, heureux et bonjour. Rebonjour, Comment salut ils vont? Twitch, salut YouTube, bienvenue dans le podcast Multi-TCG, j'espère que vous allez bien, nous on va Oui, très bien, tu vas toujours bien? je vais toujours très bien, Eh. surtout que là c'était la gronde, alors que là je vais annoncer le début de ma carrière de joueur Yu-Gi-Oh! Dans ce Ah, podcast. ouais, Donc, là c'est le plaisir. donc là c'est le plaisir. Là c'est le plaisir, désolé on est un tout petit peu en Tout retard parce que petit. nous parlions du concept de micro-ondes, c'est un micro-ondes qui ne sert pas à cuire mais à rendre un aliment cuit en cru. Voilà, à Si ça décuire. n'existe pas, on pose le brevet. Ouais, ouais. On n'a pas encore la technologie, mais on a le concept, ça On a le suffit. concept, ça suffit, maintenant il nous manque juste un max de thunes pour mettre en avant notre projet. Oui, et un génie qui serait capable de l'inventer. Bref, vous comprenez rien, c'est normal. Aujourd'hui, on vous parle de plein de choses, de Star Ouais. Wars, des Worlds d'Alterd et du 7-4, de Flesh and Blood avec un petit point metagame et de différentes choses de Yu-Gi-Oh! Ça va d'un nouveau format extraordinaire, ce que n'a jamais fait aucun autre TCG, je crois, À une à collab une collab extravagante. extravagante, exactement, avec Neymar Junior, par Mais exemple. vous saurez tout, bien évidemment, j'ai mené ma petite enquête. Oui, On commence par remercier les sponsors. Déjà, la Belle Carte, qui est notre site de vente de TCG en ligne. Le lien est en description. Vous pouvez retrouver tous les produits des différents TCG émergents. Vous oui, cliquez, vous y êtes directement et vous pouvez nous soutenir. Et le code VALEPEL 2025 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre premier panier. N'hésitez pas, ça nous soutient. Gros big up à GameGenic, qui est notre partenaire et non pas partenaire accessoire sur l'année 2025. On croise les doigts pour 2026 aussi. Merci à eux de nous soutenir en achetant leurs produits. Eh bien, vous soutenez ceux qui nous soutiennent. Et ça, c'est hyper cool. oui, Et big up à Vogt aussi, qui est une application d'enchères en live. Vous l'avez sur PC ou sur votre téléphone, c'est gratuit. Et on est en live 3 fois par semaine à 19h, mardi, jeudi et dimanche. On anime des shows pour vendre des petits produits. Vous avez d'ailleurs 10 euros offerts quand vous créez l'application. Vous créez votre compte, vous rentrez le code Label ouais, Carte. Ça vous donne 10 euros à utiliser n'importe quand. Donc n'hésitez pas, c'est un bon d'achat qui est crédité automatiquement. Et évidemment, en l'utilisant chez nous, ça nous soutient, donc c'est trop cool. Sinon, c'est pour vous, vous en faites ce que vous voulez. exactement. Enfin, vous ne gagnez pas 10 euros, mais vous avez 10 euros sur l'appli. Vous Bah pouvez pas vous, retirer vos 10 euros. en fait, dès lors que tu achètes un produit, tu gagnes 10 euros, parce que tu Oui, l'as payé 10 ouais, euros ouais. moins cher. Mais comme tu peux pas retirer de bons d'achat Oui, sur oui, Vogt, bien sûr. Ouais. je le C'est dis au cas 10 où. euros en moins sur un produit. Ouais. Sinon, tu crées juste plein de comptes et tu as 10 euros, c'est la folie. Tout à Ça fait. marche pas Ah comme ouais, ça. ça serait fou, quoi. Ça ne marche Euh, pas comme ça. TCG, et on y va sur un petit point Star Wars. Ouais, rapide sur le petit point Star Wars, c'est pas forcément une actualité, c'est pour revenir un tout Ouais, petit ça fait peu. écho à celui d'avant. Exactement, ça fait écho au podcast Multi-TCG qui est sorti il y a 2 semaines où on faisait un point et je donnais mon avis sur le ban de Force Row. Il faut savoir que j'ai eu pas mal de commentaires qui revenaient sur le fait que finalement, d'après la communauté, ou en tout cas des personnes dans cette communauté, qui est la communauté de Star Wars Unlimited, étaient plutôt en adéquation avec le ban de Force Row. Moi, je reviens pas sur mes arguments, ça reste toujours les mêmes et je suis à l'aise avec ce que j'ai expliqué, en tout cas, ce qui me paraissait un petit peu mal timé de la part de FFG sur le ban de Force Row. Par contre, ce qui m'a été reproché, et à raison, et c'est pour ça que je fais ce petit disclaimer maintenant, c'est d'avoir dit que unanimement, le ban avait été mal reçu en Europe et par la communauté française. Et en fait, le problème, c'est que moi, entre le moment où j'écris le podcast, le moment où je le tourne et le moment où le ban tombe, bah, j'ai juste les premières réactions à chaud d'Internet, sur les Discord, sur Internet, sur les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Et forcément, les gens qui sont mécontents ont tendance à plus s'exprimer que les gens qui sont contents. Mais maintenant, avec le recul, et c'est ce que les gens m'ont transmis, notamment dans l'espace commentaire, et c'est pour ça qu'il est utile, bah finalement, non, il y a une partie de la communauté qui est très content de plus avoir affronté cette carte Force Row, et donc il était injuste de ma part d'extrapoler le fait que tout le monde était content. Tout le monde était mécontent du ban de Force Row. C'est pas vrai, il y a une grande partie de la communauté qui est plutôt content. Donc c'est un accueil qui est plus mitigé que ce à quoi je m'attendais et je me devais de corriger ça en début de vidéo. Par contre, Corrige donc, Val, corrige. seconde chose, et là moi je vais pas corriger quelque chose, je vais l'expliquer. Il y a aussi des gens qui se sont plaints du fait que nous tapions sur FFG, notamment en parlant de cette histoire un peu de ban marketing, Mhm. et donc qui peut aller à l'encontre de votre jeu préféré. Il faut savoir que quand on parle d'un TCG, on essaye toujours de dire tout ce qui va bien et de tout ce qui va mal. Quand je dis 5% du temps pardon, que FFG fait de la merde, notamment avec un ban qui est quand même assez peu caché pour des raisons marketing, au-delà du fait qu'il Mhm. puisse être aussi justifié Ouais, pour des raisons communique compétitives, clairement dans ce sens, hein. euh, quand 5% du temps je dis du mal d'un TCG, c'est pour justement valoriser et pour que la communauté qui nous suit et écoute ce podcast puisse avoir confiance quand on encense le jeu 95% du temps restant. Je ne Exact. vais pas
me forcer à dire du bien d'une décision que je ne pense pas forcément bonne, et je ne vais pas me forcer à dire du mal d'un jeu que je trouve très très bien. L'idée, c'est que justement, les gens nous suivent, et beaucoup de gens d'ailleurs se sont mis à Star Wars, parce que sur ce podcast même, on en a dit beaucoup de bien. Mais si nous ne disions que du bien tout le temps, dans ce cas-là, notre avis n'aurait pas de valeur. Donc, Oui. je Si préfère on le omettait préciser. ou si on encensait, ça n'aurait pas Exactement. Je pense qu'il y a des de gens valeur. qui n'ont vu que le podcast de la dernière fois et qui ont du coup vu une réaction négative Certainement. envers FFG. Il faut quand même savoir que nous, on parle de Star Wars depuis le début du jeu, qu'on fait de la création de contenu plutôt régulière dessus, que c'est même, très sincèrement, le TCG émergent actuel auquel je joue le plus. J'adore ce jeu. Et si jamais vous pouvez me faire confiance sur le fait que j'adore ce jeu et qu'il est bon, c'est justement parce que quelquefois, je me permets de dire aussi ce qui ne va pas. Bien sûr. Je préférais le préciser, que les gens le comprennent. Quand vous regardez le podcast multi-TCG, on n'omettra pas les points négatifs quand on pense qu'il y en a. Tout Et à c'est fait. hyper important. Tout à fait. Si vous allez voir le podcast MTG d'ailleurs, celui qui est sorti justement, vous allez voir. Hein. Vous allez voir qu'il y a du point négatif. On le dit. Donc voilà, mea culpa pour l'extrapolation sur le ban. Et c'est bien aussi de dire quand on pense qu'il y a un truc qui est pas hyper bien géré, quoi. Et il y a plein d'autres TCG qui ont ces problématiques-là et c'est pas gênant du tout. Tu fais bien. As-tu par hasard quelques petites infos sur la méta Star Wars actuellement? Ouais, alors là, il y a Même eu. s'il n'y a pas eu beaucoup de En data, fait, je suppose. Exactement. Le ban, il est officiel depuis le 22 septembre. Donc là, nous, au moment où on tourne, on est le 1er octobre. Il y a eu 9 jours donc post-ban. En fait, il est effectif depuis lundi dernier. Mais du coup, il y a eu un week-end. Sur ce week-end-là, il y a eu des ProQuest, des Planetary Qualifiers. Je vous ai pranké cette fois-ci les joueurs de Star Wars. Et donc, ça veut dire qu'en gros, il y a déjà eu des tournois post-ban. L'échantillon, il est faible. Donc, ça ne peut pas être représentatif de ce à quoi va ressembler le méta. Oui, ça ne veut pas dire que c'est ça. Ouais. Exactement. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est plus ou moins ce que tout le monde attendait. Un retour des decks les plus agressifs ou de decks un peu plus contrôle. On a surtout un retour des différents leaders qu'on pouvait voir, notamment au set numéro 4, donc avec des Han 1 sous à peu près toutes ses formes, des Sabine sous à peu près toutes ses formes, Sabine. Cad Bane qui, avec des versions plus offensives et agressives, peuvent bien attaquer les decks contrôle. Un retour de certaines stratégies contrôle, beaucoup de bases Data Vault, avec un recul des bases Starkington. La seule chose qui était plus difficile, je pense, à anticiper, c'est le fait que Han 2, donc celui que je jouais moi notamment au Master TCG et qui était un deck avec Force Row, conserve une vraie part du méta, même sans Force Row. Ok, donc ça reste... Ah ça c'est bien du coup. Ouais. Ça reste un bon deck, jouable. Pour l'instant, en tout cas, ça reste un deck qui est plutôt performant, mais c'est le seul deck Force Row qui tire son épingle du jeu. Ouais. Tous les autres decks. Parce que c'était un suffisamment bon deck, on va dire sans. Ouais. En fait, il a un plan qui lui permet de ne pas avoir besoin d'avoir les applications défensives ou en tout cas de disruption de Force Row. Donc ça, c'est le truc qui est le plus intéressant. Après, il va falloir voir ce que ça donne sur plusieurs semaines, et notamment avec les sectors et les regional qualifiers qui vont arriver. Bien évidemment. Mais je vous reparlerai de ça. On fera un truc plus détaillé, plus pointu, avec un peu de data quand il y aura eu plus de Planetary, quoi. Yep. Ok. Mais gros retour de Sabine, en tout cas. Très attendu, c'est beaucoup plus de Sabine. Les gens ont ressorti les decks du placard. Bah ouais, et des Han 1 aussi beaucoup. Ok. Voilà. Ça, on l'avait beaucoup vu, non? Bah ça, depuis 4-7, c'est un des decks qui était le plus joué, parce que c'est un des decks du 7-1, et forcément il revient, parce que c'est un deck qui souffrait un peu de Force Row. Ok. Maintenant, passons sur le 7-4 d'Alterd qui arrive très prochainement. Quand vous regardez ce podcast, il est sorti. Ouais, je crois, le 3. Il sort le 3 octobre, donc voilà. Sort pile au moment où vous voyez ce podcast sur YouTube. Exact. L'idée, c'est que ce 7-4, il sera surtout légal au World Championship Finals, et oui. qui se dérouleront donc à Paris du 17 au 19 octobre. C'est un set qui est un peu particulier parce qu'il met en avant des nouveaux leaders, des nouveaux héros, ce qui n'était pas le cas dans les 3 premiers sets. Donc il va y avoir probablement un gros renouvellement du metagame. Si jamais vous voulez plus d'infos sur ce set numéro 4, notamment par le prisme du compétitif, ce que ça va induire, quelles sont les nouvelles cartes intéressantes et quels sont les leaders qui ont un peu de potentiel, j'ai fait une vidéo unboxing avec Marco, qui est un acteur de la communauté et un compétiteur d'Alterd, qui décrypte absolument tout pendant cet unboxing. Donc si jamais vous voulez avoir un peu de matière sur Altered, je vous invite à regarder cette vidéo. Maintenant, on va un peu plus s'attarder sur les Worlds, parce qu'on a la chance déjà d'avoir des World Championships alors que le jeu n'a qu'un an. Ça se passera sur Paris, et en plus de ça, on connaît le format. Et c'est un format un peu particulier, je te laisse l'afficher. Ah, chez le format, j'ai un visuel ? Ouais, tu as un visuel sur le format.
C'est un Ah, format magnifique. sur 3 jours. Donc en gros, on sait qu'il y a 8 places à pourvoir lors des Last Chance Qualifiers le vendredi. Donc ça sera un énorme tournoi 128 joueurs en open, je crois, avec inscription, Mhm. et qui vont permettre de qualifier 8 joueurs qui vont rejoindre du coup les 24 joueurs déjà qualifiés par les qualifiers qui ont été mis en place, dont on vous avait déjà parlé dans les podcasts précédents. Et ensuite, pour le tournoi officiel, donc le tournoi, la grande finale d'Alterd qui sacrera à la fin le champion du monde, eh bien, c'est un format que je ne connaissais pas. Donc, j'ai pas d'avis sur à quel point il sera bien ou pas. Je pense que je vais regarder ce tournoi en spectateur et voir Mhm. justement si le format est cool. Mais je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait ce type de format-là. En gros, le samedi, vous avez donc la portion group stage qui va être donc du coup constituée de 8 groupes de 4 joueurs et les 4 joueurs vont tous s'affronter en BO3. Tous les joueurs, en gros, vont s'affronter en BO3 et seulement 2 joueurs sortiront de chaque poule de 4. Ok, stylé. Donc c'est un petit format un peu Coupe du Monde de football, Ouais, si tu ouais, veux. je vois très bien. Les premiers de chaque poule iront dans un winner bracket et Mhm. les seconds de chaque poule iront dans un loser bracket. Ce qui Ah fait ouais. que on aura donc un top 16 à l'issue du groupe stage. Ensuite, dans la deuxième portion du samedi, avec le winner et le loser bracket, les matchs seront joués jusqu'à avoir un top 8. Donc les 8 Ok. derniers participants, toujours en winner et en lower bracket. Mhm. Et ensuite, on aura le dimanche matin le top 8 qui commence, toujours en portion winner, toujours en portion loser. Ça permet d'avoir, entre guillemets, sur des formats, euh, des formats finaux, le droit à l'erreur une fois quand tu es un winner et un Ouais, loser. je vois. Donc ça, c'est un peu intéressant. Et on aura donc là, à l'issue donc du top 8 en winner et en loser bracket, qui est un format très connu dans les jeux vidéo, eh bien on aura la grande finale qui sera elle-même jouée en BO3 et qui sacrera le champion du monde. Hyper stylé. Intéressant, mais pourquoi avoir mis ce mode de tournoi-là pour les championnats du monde? Je suppose pour le côté pestacle, Alors, euh, pour le loser et le winner, oui, mais pourquoi avoir mis un groupe pour les stage? poules. Ouais, c'est. Parce que ça, le groupe stage, c'est hyper bizarre, dans le Hmm. sens où tu vas affronter des gens qui, entre guillemets, n'ont pas le même nombre de points que toi. Hmm. Et ça, en fait, autant je comprends le winner et le loser à bracket, autant je comprends pas trop le groupe stage. Ben, ah oui, parce que du coup, tu, Tu quand vas tu es à jouer 2, à que contre 0-2, les. tu vas affronter Ouais. quelqu'un qui a 2-0. Alors que normalement, Hmm. si on faisait des rondes suisses, bah en fait, dès ton quatrième match, tu affronterais des gens qui sont aussi forts que toi. Alors que Ouais. là, tu peux tomber dans une poule plus faible, par exemple. Il y a plus d'aléatoires sur la ligne de départ et le tirage au sort. Oui, oui, ça va moins scinder. Après, je suppose que, vu le nombre de places et la difficulté de se qualifier, les 32 joueurs ont un niveau qui est quand même relativement Bien sûr, similaire, pas trop et éloigné. évidemment, mais les rondes suisses, ça permet que le niveau de performance sur le jour même soit tagué toujours avec le même niveau de performance sur le jour même. Hmm. Là, en gros, quand tu fais ton match de poule, bah, tu peux être à 2-0, tu vas affronter le gars qui est à 0-2. Ouais. Et j'ai pas l'explication de pourquoi ils ont mis ça en place comme ça. Même si je trouve pas ça inintéressant et que j'attends de voir pour. Ouais, j'avoue que, hormis le côté spectacle et match en jeu tout de suite, genre, si t'as une défaite, genre ton premier match, si tu le perds Tu, en, tu en seras bracket, probablement lower. tu peux que être lower bracket. T'en perds un deuxième, normalement, c'est ciao. Pas forcément, hein. Je crois que tu peux avoir un scénario où tout le monde est à 2-1 et tout le monde Oui, est il à. peut ne pas y avoir de 3-0, mais Ouais, ouais. disons que si tu perds, ton premier match, c'est vraiment. Oui, t'es pas dans les bonnes Voilà, dispositions. t'es vraiment pas bien. Si tu en perds un deuxième, c'est quasiment out, quoi. Peut-être que Donc, c'est pour valoriser le fait que dès les premiers matchs, tu as plus d'enjeux que dans des rondes suisses. ouais. Ça Ensuite, tu peut. perds ton premier match, t'es en mode bon, dommage, mais allez, j'y m'y remets. Là, tout Je de m'y suite, c'est remets, chaud, il quoi. faut accrocher le top 16, j'ai peut-être le droit. Ouais, ok, d'accord. C'est peut-être pour valoriser le spectacle. Non, normalement, tout est en BO3. Puis, Alterne a coutume de pas faire comme les autres. Donc, je pense que c'est aussi une façon Complètement. de renouveler un peu l'expérience. Et puis, c'est un test, hein. Si jamais En tout il y a cas, des différents soucis, même si c'est un format qui marche ailleurs, hein, ils pourront adapter leur formule pour l'année prochaine. ça attise grave ma curiosité. Donc Mm. je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On vous invite à suivre ça dès le samedi, même si je pense que Yes. le vendredi, les Last Chance devraient être aussi retransmis, je pense. Je À sais voir. pas, ce serait cool de pouvoir suivre qui va se qualifier, tu vois, Ouais. pour le lendemain. Et évidemment, je précise, le set numéro 4, l'Odyssée des cieux, sera légal depuis le 3 octobre. Donc on risque d'avoir énormément de spectacles parce qu'on Mhm. aura des championnats du monde Grosse qui vont se nouveauté. jouer dans un format Des nouvelles avec uniques. 2 semaines à 2 semaines de la sortie d'un set. Et ça, c'est cool. Ouais, carrément. Un petit tour rapide sur l'Orcana.
Lorcana, parce que la saison compétitive, c'est vrai qu'on l'avait pas souligné, mais elle en reprend enfin. Et quand je dis saison compétitive, je parle pas juste de tournois, mais de très gros tournois, puisque si je ne m'abuse, depuis le DLC Océanie, donc c'était en février, je crois, de cette année, Ouais. il n'y avait eu aucun DLC. Donc c'est les gros tournois, les Disney Lorcana Challenge organisés en open par Ravensburger. Enfin, c'est pas Ravensburger qui organise le tournoi, mais c'est eux qui décident que ces tournois vont avoir lieu. Ensuite, c'est genre Fanfinity, par exemple, en Europe, qui s'en occupe. Et je crois que c'est SCG aux États-Unis. J'en Ah, doute. peut-être, je saurais pas te Doute, dire. bref. Et en fait, le dernier qu'il y a eu hors Océanie, donc c'était leur premier en Australie, il me semble qu'il a eu lieu, c'était en novembre ou décembre de 2024. Donc ça fait un moment maintenant Ouais. qu'il n'y a plus rien qu'on attend. Et là, avec ce week-end, du coup, Bologne, auquel je participerai et que tu casteras Ouais, avec tout à fait. les copains sur la chaîne Disney Lorcana Ouais, FR. avec Tiquick et Rofelo, je vous mets le lien directement de la chaîne Tout à sur fait. Twitch pour que vous puissiez suivre cet événement qui sera en plus à horaire européenne, donc dès le fait samedi plaisir. matin et dès le dimanche matin. Pleine Ça sera journée, plutôt sympa. Ouais. samedi, dimanche, ça régale. Ouais, J'y participe du coup pour ma part. J'espère pouvoir passer un tableau filmé que vous castiez ma game et que vous ça allez dire mais il est nul, il fait n'importe quoi. serait C'est très pas très grave. marrant. Et en même temps, j'ai un peu la malédiction de la table filmée, donc finalement, est-ce que j'y passerai? Je ne sais pas. Bon, franchement, s'il me propose, dis oui. Bah oui, S'il quand me même. propose, dis oui. Voilà, j'y passe pour les copains. Quand même. Donc ouais, très cool que ça reprenne. Ça reprend en même temps aux États-Unis, enfin en même temps, dans 2 ou 3 semaines aux États-Unis avec le DLC Milwaukee que je casterai du coup avec Petit Quick et Rofelos ou peut-être qu'un des deux, je ne sais pas. Non, je crois qu'on castera tous les trois. Je saurais pas te dire. Il me semble. Et du coup, voilà, avec ce mois d'octobre, on a ça y est les DLC qui reprennent. On va pouvoir prendre un C'est cool, maximum de c'était plaisir très attendu. à suivre ça. Voilà, les gens sont très contents, même si ça manque d'une date peut-être française, voilà, sur l'année. Mais il y a une date en Belgique qui sera en mai, je crois, vers le mois de mai à peu près. Donc c'est pas trop loin, on va dire. Et il y a Bologne qui, pour des gens comme nous dans le sud de la France, c'est pas si loin que ça, Bologne. Plutôt accessible. Ouais. C'est plus rapide Bologne que Paris pour nous, donc en avion en tout cas. Donc forcément, nous, ça ne nous change pas grand-chose. Et hâte de voir ce que ça va donner, même si là, le 7-9, il est déjà un peu plus ou moins résolu. Hein. Il y a 3 ou 4 decks qui se battent en rond comme ça. Ça peut donner quelques surprises, notamment à l'époque du premier DLC. Personne ne connaissait le deck qui gagne ou qui est en finale, je sais plus. Tu te rappelles le violet jaune avec Marraine la Bonne Fée, etc. Là. C'était en parallèle du DLC Lille, c'était le DLC américain, ouais. Ah, Et c'était pas Lille, ouais, c'était aux c'était États-Unis. pas à Lille parce que c'est Frank Karsten qui gagne avec Amber Steel à l'époque, mais une version un peu personnelle avec Oui. des piglets. Exact. Donc c'était déjà une belle surprise et c'est effectivement pendant le même temps au DLC américain, c'est Oui, ce parce que c'est le deck-là. même week-end. C'est ce deck, ouais, Ouais. c'est ce deck-là qui gagne effectivement le deck violet jaune. Ouais. Ouais. Assez improbable que personne ne Oh, connaissait, qui a plus jamais. peut-être que tu as raison, tu me mets le doute sur le fait qu'il ait gagné, qu'il soit pas plutôt en finale. Non, c'est Franck qui a gagné. Et lui, c'était Amber Song. Donc, Non, mais je parle aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, ouais. Ah oui, non, c'est sûr que c'est Franck qui a gagné, mais je veux dire, le violet jaune, je sais pas s'il gagne le tournoi. Il me semble que oui, mais l'histoire raconte, mes souvenirs me On se racontent qu'il a gagné, rappellera, mais voilà. peut-être qu'on a envie qu'il ait Peut-être gagné. qu'on a envie. Ouais. Voilà. Donc Oui, cool. il pourrait y avoir cette Et- espèce de découverte dans un gros tournoi compétitif d'un archétype qui est peu poussé actuellement. Ouais. J'en doute quand même un peu. On doute un peu, mais on sait jamais. Bon, maintenant, après, le Hive Mind de l'Orcana n'est pas le même qu'à l'époque aussi. Ouais. Ça taffe bien les decks. Je doute de ça, mais Donc, je m'attends pas à trop de surprises, mais le format reste, parce que du coup, je m'y attelle un peu, j'essaie de m'entraîner comme je peux. Le format reste relativement cool, les games sont pas mal. Par contre, déjà que c'était TOS dépendant, là, ça l'est encore plus. Et même si je suis très content que le format de la saison compétitive, la 2025-26, soit du BO3 officiellement, c'est vrai que du coup, le BO2, ça avait cet avantage d'être un petit peu moins clivant pour le TOS, puisqu'il n'y avait pas de TOS. Enfin, il y avait un TOS, mais ouais. chacun, on allait commencer une game, donc ça changeait pas grand-chose. Et il fallait plutôt essayer de break, plutôt que d'essayer de gagner un BO3. Donc, à voir. Moi, je préfère du BO3 en plus que le format, même si c'est des mirror grindy, tu as le temps de faire ton BO3 si tu joues à un rythme assez soutenu, que tu ronfles pas. Donc très hâte de voir ça. Les mirrors de bleu-vert risquent d'avoir peut-être du mal. C'est un deck qui a du mal à finir, ouais. Leur BO3, mais sinon, globalement, je pense que pour les autres decks poussés du méta, ça devrait le faire. Tout à fait. Et je vous ferai évidemment sur la chaîne Lorcana
mon débrief de Bologne la semaine prochaine, du coup. Ouais, je voulais revenir avec une précision de Inari dans le chat qui revenait sur les World Altered et qui nous précise que le format pour les games serait du Conquest. Ah, j'ai vu ça, ouais. Et bah là, c'est une info que j'ai loupée, ce qui est possible, mais je ne l'ai pas trouvé quand j'ai justement cherché les informations sur les World Championships. Donc prenez cette information de Inari qui a l'air d'être plutôt sûr de lui. Moi, j'avoue que j'ai omis de vous partager ça. On m'en a parlé aussi, donc j'ai pas vu l'info, mais on me l'avait dit que ce serait comme ça. Donc, Le problème, quand je vais sur l'article d'Alter World Championship 2025, je ne trouve pas l'endroit où c'est noté. y a pas l'info. Ah, Ça a écoute, peut-être été ensuite annoncé sur un autre article, mais moi, l'article que j'ai pris en référence, j'ai pas trouvé l'info. eh bien écoute, on va partir du principe que ce sera le cas, et au pire, c'est pas grave. Non, mais c'est Est-ce vrai que que c'est hyper intéressant de le notifier parce que si c'est si c'est vraiment le en cas, ouais. Conquest, ça demande en plus aux joueurs de prendre beaucoup plus d'éléments en compte pour choisir leur line-up, de maîtriser plusieurs decks, et pour le spectateur, Mhm. c'est bougrement plus spectaculaire que du format BO3 classique. Ouais. Alors enfin, Inari Sensei dit on ramène 3 decks, on peut en ban 1, il faut valider les deux. Et quelqu'un d'autre, Calixlac, dit ça paraît bizarre parce que tu es censé garder le deck du Last Chain si tu gagnes. Et le Last Chain, c'est avec un seul deck. Ok, bah écoute, dans les infos que Et moi Inari j'avais, dit j'en parlais avec un des qualifiés, je peux vous confirmer l'info. pas de souci. Et dans ce cas-là, en tout cas, l'article que j'avais en référence ne le notifiait pas, ou alors j'ai mal lu l'article, ce qui est très probable aussi. C'est possible aussi. Donc voilà, vous avez une information complémentaire. Merci Nari Sensei pour ça. Petite séquence, la belle carte. Qu'est-ce Yep. que t'as de beau dans ta besace? Ah, je vais vous montrer une petite carte que vous avez probablement pas vue depuis longtemps, une licence dont vous n'avez pas entendu parler depuis, je pense, au moins un an, mais qui, moi, me plaît toujours. Je C'est reconnais pas. notamment Senseiya Caillou. Oh, Et donc là, je vous montre mon signe astrologique, Le Cancer. le cancer d'Ismasque. Ces cartes-là sont beau, toujours ça. très très bien réalisées. Il s'agit d'une version alternative numérotée sur 666 exemplaires. Voilà, vous avez la numérotation au dos. Et Caillou, en gros, c'est un éditeur chinois qui a les droits d'adaptation de certaines licences manga. C'est pas un jeu de cartes à jouer, hein, c'est vraiment juste de la collection. Mais si vous aimez les foils, les textures, le foil sélectif, les petits ornements sur des cartes, hein, du travail, une réalisation vraiment aux petits oignons, bah, vous pourrez trouver votre plaisir dans Caillou. Ils font du Naruto, du Senseiya, du Demon Slayer, à peu près toutes les licences manga qui existent, du Dragon Ball aussi. Bref, j'adore cette carte. Et Dismask, oui, ok. C'est vrai que dans ma jeunesse, dans la cour de récréation, on n'était pas hyper fan d'être du signe du cancer parce que Dismask, c'est un peu le chevalier d'or qui n'est pas spécialement mis à l'honneur dans l'arc du sanctuaire. Mais, et vous n'êtes pas prêts pour ce débat, il a littéralement l'armure la plus classe. Voilà. Fin du débat. Je vais dire oui. Aucune idée. Tu l'as acheté et fait grader ou tu l'as acheté gradé? Non, non, j'ai acheté gradé. Ok, Ah ouais, non, bah parce en que tu l'as plus pas là, ouvert. c'est gradé par une société chinoise, donc je peux te dire Ah oui, donc que tu je ne fais l'ai pas. pas fait grader. Tu ne fais pas grader du tout. Non, non. Vous avez pu suivre mes pérégrinations sur les podcasts et j'avais du coup conclu ces pérégrinations par une vidéo unboxing, mais j'ai eu finalement le Secret Lair, pas le Secret Lair, le drop Dragon Lord de Sorcery. Et dans ce drop Sorcery, il y a une des cartes, donc il y a 13 cartes différentes, et il y en a une en foil, ou 12 cartes différentes plus la 13e foil, je sais plus. Et du coup, je vous ai ramené celle que j'ai eue en foil, donc vous avez déjà vu si vous avez vu la vidéo, et j'ai eu pas mal de chance. J'ai eu pas mal de chance puisque c'est une des cartes que je souhaitais avoir en foil, et il se trouve qu'en plus elle vaut pas mal de sous, c'est le Dragon Lord. C'est juste le Dragon Lord en foil qui est magnifique, donc je l'ai en 2 exemplaires maintenant, un normal dans le drop plus le foil, puisqu'ils sont tous en un exemplaire de base, et il est fort joli. Et la particularité des cartes foil de Sorcery, c'est que le back est full art, pour profiter de l'illustration totale. Par contre, c'est pas foil le back, un peu dommage. Un peu C'est dommage. vraiment le côté, on te Il aurait pu met être fait. l'illustration pure et dure, quoi. Ouais, mais bon, ça n'enlève rien. C'est magnifique et c'est pas mal coté. J'ai pas suivi les cotes, mais au moment où je l'ouvre, sur le marché américain, ça se vend 500$. Belle Donc cote. vraiment une très belle acquisition pour un drop qui est censé se vendre aux alentours des 80$. Moi, je l'ai eu pour 130€ environ. J'ai eu de la chance. Bon, c'est plus cher que le prix de base normalement, mais j'ai quand même eu de la chance. Et aux États-Unis, maintenant, ça a baissé, mais c'est quand même à plus de 250$ le drop. Donc les Ok. cartes aussi ont dû baisser. Je n'ai pas suivi la cote, hein. Une fois que j'ouvre une carte, généralement, je ne regarde plus combien elle cote si je ne souhaite pas la vendre.
Et du coup, malgré qu'il y ait eu un espèce de, pas reprint, mais un petit réassort de par des événements et tout, le prix La du cote drop reste haute. reste assez élevé, quoi. Donc très content d'avoir ce petit Dragonlord. Ok. Parle-nous de Flèche et Très joli et très bon Bulodu. hit. Flesh and Blood, très rapidement, je voulais faire un petit point méta sur Flesh and Blood, Un petit méta hyper breakdown. succinct, juste parce que, eh bien, vous savez qu'il y a eu des bans récemment. On a vu notamment la banlist qui est censée avoir touché Gravy Bones. Est-ce que ça a été utile ou pas? On va pouvoir le voir avec notamment les résultats du Calling Shizuoka. Alors attention, ça n'a pas servi qu'à toucher Gravy Bones. Ils ont réintroduit des cartes pour le petit poteau Florian et ils ont banni aussi une carte à Verdance qui risquait d'être peut-être un peu trop dominante dès lors qu'on toucher un petit peu Gravy Bones. Là, vous avez le Metagame Breakdown du Calling Shizuoka qui a été joué donc le week-end passé avec Kaio qui refait son introduction dans le jeu compétitif de par la sortie de Super Slam, qui lui apporte énormément de bonnes cartes. C'est le héros qui en profite le plus. Les héros de Super Slam n'ayant pour l'instant pas trouvé de maison J'ai compétitive. demandé s'il y avait des nouveaux héros sympas. En fait, c'est des héros, de ce que j'ai un peu compris, qui sont hyper difficiles à jouer, à build et à theorycraft. Donc, c'est pas impossible que demain, il y ait des trucs qui sortent, mais en tout cas, au moment de Shizuoka, le Hive Mind n'avait pas encore fait son office. Ok. Par contre, comme Kaio, c'était un deck qui était déjà préexistant, lui, il a juste pick-up les meilleures cartes du set et il les a rajoutées. Mais par exemple, il y a un autre Kaio qui propose un gameplay tout à fait différent, qui lui, pour l'instant, n'a pas du tout trouvé de build. Okay. On a Florian qui... on a Florian qui revient sur le devant de la scène parce qu'il a récupéré Germinate, évidemment, et que Gravy Bones est censé avoir un peu reculé, qui était un mauvais match-up. Syndra, parce que Syndra, ça bourre. Juste, tu prends Syndra, tu bourres. Ouais, ça a l'air bien. Et Gravy Bones qui est quand même présent avec 28 copies, alors que le deck s'est quand même fait bien toucher avec le ban de plusieurs cartes. Mais encore une fois, ils ont fait plutôt un bon ban parce que le deck est touché, mais le deck disparaît pas. Et c'est plutôt ce que tu attends. Vous avez le top 8. Ici le top 8. Et là, vous allez voir, surprise, surprise, Gravy Bones est quand même présent en 2 exemplaires. Quand même 2 pour 28 sur la ligne de départ, ça m'a l'air honnête. Ouais. Ça veut dire que le deck est toujours très très bon en fait. Ouais, mais c'est bien. On veut pas qu'un deck disparaisse quand on le banne, on veut qu'il soit moins représenté. Non, moins c'est fort. sûr. En fait, qu'il laisse les autres archétypes vivre. C'est ça. Vous avez quand même 2 Syndra, vous avez un Kaio, un Florian, je crois que c'est un Fang, je le distingue mal d'ici. En bas? Juste au-dessus de Verdance. Bref, je ne le vois pas très bien, vous nous direz dans les commentaires qui est-il, mais je pense que c'est un Fang. Et le grand gagnant... Ah non, c'est un Rinard. Ah, c'est un Rinard, tu as raison, je le vois. Il est de dos comme ça, là. Qui est une autre brute. Qui a profité aussi des quelques cartes de Super Slam qui sont sorties, bien évidemment. Ok, très cool. Eh bien, à la fin, c'est Syndra qui l'emporte. Eh bien joué. GG donc à Takuya Kojima, je voulais pas écorcher son nom et son prénom, et qui l'emporte avec Syndra, le ninja qui bourre et qui a battu un Gravy Bones en finale. Donc Gravy Bones a failli, quand bien même après son ban, premier gros tournoi compétitif, remporter quand même l'événement. Ça aurait été assez drôle. Donc on va dire que... Après c'est un mort-vivant, il revient, c'est dur de s'en débarrasser. On va dire globalement que le groupe vit bien dans Flesh and Blood actuellement. Et en parlant de groupe qui vit bien, Val. Tu veux parler de Yu-Gi-Oh? Alors attends, il va falloir expliquer des trucs parce que là tu leur drops ça comme ça, ils se disent attends, pourquoi est-ce qu'il y a l'équipe de France, pourquoi est-ce qu'il y a Neymar et Yu-Gi-Oh? Effectivement, on va fermer le chapitre Flesh and Blood, on vous tiendra au courant évidemment des prochaines annonces. Et on va ouvrir le chapitre Yu-Gi-Oh! Parce que là, Yu-Gi-Oh! En l'espace de 2 semaines, ils ont envoyé un nombre d'annonces incroyables avec, première annonce, un nouveau format dont on parlera juste après. Et vrai format. Et deuxième annonce, tu peux du coup remettre le visuel ici. Vous avez une collaboration entre Yu-Gi-Oh! Et eFootball. Alors, qu'est-ce que eFootball? Parce que moi, je ne le savais pas. J'ai été mener mes petites investigations pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et bien, en fait, eFootball, c'est le rebranding de Pro Evolution Soccer, qui était le jeu de football développé par Konami. Eh bien, je le savais. D'où le fait de la collaboration Yu-Gi-Oh! eFootball, parce que ce sont tous les deux des jeux développé par Konami. Et c'est vrai que Pro Evolution Soccer, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un peu un jeu qui a... Dans l'époque. Et ouais, c'est un jeu de football qui dominait à l'époque le débat avec FIFA et qui finalement s'est un peu fait dépasser, je dirais, dans les années 2011, 12, 13. FIFA a vraiment pris l'ascendant et donc ils ont opéré un rebranding. Et donc là, ils sortent une collaboration à laquelle participent certains joueurs de l'équipe de France, comme vous l'avez vu, mais notamment Neymar,
et qui vous permet d'avoir des cartes exclusives dans le jeu, mais surtout aussi des cartes physiques. Mm. Et donc là, tu peux les afficher. Vous pouvez avoir Vidéo. une carte Yu-Gi-Oh! Avec Neymar. Vous avez Neymar Junior qui est littéralement cosplayé, grimé en magicien sombre. Et Mm. vous avez le magnifique petit lapin sauveteur, qui est une vraie bonne carte de Ouais. Yu-Gi-Oh! Qui lui est cosplayé en joueur de foot. Pour récupérer ces cartes-là, il faut Il faut battre télécharger. Neymar au foot. Ça va être dur. Il faut juste télécharger l'application eFootball, montrer dans votre local game store, avec le local game store partenaire bien évidemment, Et oui, que vous avez téléchargé l'application et ils vous remettent ces deux petits tokens, enfin deux petites cartes. trop bien. Incroyable comme collab. Trop bien. C'est un token qui sert à quelque chose ou c'est juste goodies? Le token, je pense qu'il sert dès lors que tu as besoin de foutre un token sur le board. Ok. Je ne Euh, représente pas un effet d'une carte ou quoi, c'est juste je- Neymar Junior quoi. Non, ouais, je crois pas. Je crois que c'est juste Ok. Neymar Junior. Donc, on parle des univers Beyond de Magic qui adaptent Spider-Man. On trouve ça trop bizarre. Il y a Star Trek, Lord of the Rings et tout. Mais est-ce que Magic a fait aussi bizarre qu'avoir Neymar sur une de ses cartes? Bah ils ont Dwight Schrute. Non, mais là, c'est fou quand même. Donc, mais là il y a Neymar. Là, c'est fou. Et ils ont fait des versions aussi donc dans le jeu. Je crois que c'est sur Duel Links, Master Duel, tout entre guillemets leur jeu numérique connecté. Tu vas avoir des événements exclusifs liés à cette collaboration pour mettre en avant eFootball, où tu vas pouvoir récupérer d'autres cartes à l'effigie d'autres joueurs de foot. On a notamment le dragon blanc aux yeux bleus de Mbappé. C'est-à-dire que ce n'est plus Kaiba qui a les dragons blancs aux yeux bleus. C'est Kylian. C'est Kylian. Eh oui. C'est quand même ouf. Bah, je trouve ça. En fait, Yu-Gi-Oh! Ils font ce qu'ils veulent. Donc moi Oui. je suis en mode j'applaudis. Moi je dis ouais bravo. Yu-Gi-Oh! Font un peu D'ailleurs, ce qu'ils veulent. je m'attendais pas à Kylian Mbappé pour le dragon blanc aux yeux bleus. Je m'attendais à Manu. À Manu Max. C'est qui Manu Max? Emmanuel Macron. Ah putain. J'ai toujours ma carte. C'est sur ma carte. Donc ouais, j'ai pas évidemment tout compris sur la manière de C'est pas grave. récupérer les versions numériques de Kylian Mbappé et compagnie. Je me suis concentré sur c'est quoi eFootball, pourquoi cette collab et comment on récupère le token Neymar. C'est évidemment dans la limite des stocks disponibles et c'est évidemment seulement avec les boutiques partenaires. Mm. Mais si jamais votre local game store fait du Yu-Gi-Oh, bah, renseignez-vous pour avoir ces jolis petits tokens. À noter qu'en plus là je vous ai montré que le visuel, mais en vrai les cartes sont avec un effet prismatique. C'est du beau carton, c'est très joli. Mm. Très joli, la collab est très drôle. Tout à fait. Maintenant parlons du gros sujet. Et là maintenant on va parler du gros sujet, J'adore. celui qui est moins extravagant mais J'affiche. tout à fait pertinent. Tu peux l'afficher. Yu-Gi-Oh! A annoncé son nouveau, et d'ailleurs son seul nouveau format compétitif, C'est vrai qu'il n'y a qu'un seul le format. format Genesis. Il y avait des formats, mais qui étaient des formats communautaires, que Konami Ouais, faisait fun. quand même un peu vivre sur des side events, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient en Edison ou en God format, mais en gros, il n'y avait pas de compétition compétitive, c'est-à-dire qui permettait de valoriser la course au point et donner des places qualificatives Mhm. dans d'autres formats que le format classique. Et en fait, là, ils ont décidé de pousser le format Genesis, qui aura, au même titre que le format classique, des YCS, des WCQ, bref, toute la structure compétitive qu'on connaît de Yu-Gi-Oh! Le format Genesis, c'est quoi? C'est très simple. Les links et les pendules, qui sont globalement les cartes qui ont permis Yu-Gi-Oh! D'entrer dans cette nouvelle ère où le gameplay a été vraiment accéléré, toutes ces cartes-là sont bannies par défaut. Il n'y a pas une link Oui, et ce qui une est fort, pendule. ça dégage. Il n'y a pas une link et une pendule qui sont légales dans ce La format. mécanique est ban. Et ensuite, par défaut, toutes les autres cartes du monde de Yu-Gi-Oh!, même celles qui sont sur la banlist depuis des années, sont légales. Aucun ban. Par Tu contre, veux jouer, tu joues. Attention. par contre, et c'est là où le travail est pharaonique, Titanesque. Au pharaonique. l'entièreté. C'est fait exprès Yu-Gi-Oh! Pharaon. Non, mais ouais, merci. Pharaonique. Merci. L'entièreté des cartes de Yu-Gi-Oh! Ont reçu un certain nombre de points. Et la Une note limite. leur être attribuée en gros. C'est ça. Et la limite pour constituer ton deck de base est de 100 points. Donc tu peux jouer n'importe quelle carte du jeu dès lors que tu respectes le nombre de points requis pour ton deck. C'est exactement comme le système de Warhammer avec tes points d'armée. Chaque figurine a un point et on décide de jouer avec une armée à 1000 points, 2000 points, 3000 points, 10 000 points. Vous faites comme vous voulez en fonction des compétitions. Et donc tu ne peux faire rentrer dans ton armée que le nombre de figurines qui correspond au nombre de points total de toutes tes figurines. Par défaut, le format Genesis, c'est 100 points. Mais ils ont dit
que chaque local game store et chaque événement était libre de Mhm. mettre le barème de points qu'ils veulent. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être 1 des million de tournois en 200, 300, 400, 500 points et Mhm. où du coup les gens pourront vraiment y aller à fond les ballons sur la Oui, parce puissance que des decks. pour vous donner une idée, les cartes très puissantes, c'est souvent 30 points. Ouais, 30 points Donc du coup, comme il y a 40 cartes dans Yu-Gi-Oh! x3, ça fait 90 points juste pour une triplette. juste pour une triplette. Il y a beaucoup de cartes à 0. Donc ça, c'est 95% des cartes du jeu sont à 0 points. voilà, c'est les fillers. Et tu as aussi des cartes qui valent 100 points. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, hein, j'en avais Euh, vu à 100 points au début. J'en ai vu une à 93, donc dans tous les cas, Bon. ça corrobore pas loin ce Voilà. que tu dis. Ce qui fait que pour le format de base à 100 points, elles sont pas ban, mais ça veut dire que si vous jouez ça, vous en avez qu'un exemplaire. En fait, elles sont limitées à 1 et tout le reste de votre deck doit être à À 0 0 points. ou Sachant presque. qu'il y a plein de decks viables à 0 points tout court. Bah oui, ça marche. Et vu qu'il y a des limites de points, si par exemple la carte vaut 100 points et que la limite on la fixe à 50, ça veut dire que cette carte-là, elle est ban techniquement dans ce sous-format-là. Dans ce sous-format-là. Et au contraire, si on met 500, 1000 points, là tu fais un deck vraiment bien patate. C'est une manière en fait de moduler ton format si aux intelligent. besoins. C'est bien. tellement intelligent. Nous, on parlait de ça en commandeur pour essayer de créer, Harmonisé. d'harmoniser le power level des decks. On parlait d'un système de points. Je me souviens, c'était à Barcelone avec Ouais. Bandy dans un McDo. Ils ont littéralement ce qu'on a jugé complètement infaisable. Yu-Gi-Oh! L'a fait. Ouais. C'est genre quand même délirant d'avoir pris les 20 000 cartes que compose Yu-Gi-Oh! Depuis plus de 25 ans et de leur avoir toutes attribué un nombre de points pour jouer dans un format qui du coup va peut-être rappeler certaines heures de gloire de Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a plein d'archétypes qui vont redevenir jouables, Et il y a ouais. plein de cartes qui sont jugées peut-être trop fortes, ok t'as le droit de les jouer mais dans ce cas-là tu dois faire des concessions ailleurs sur ton deck building parce que tes cartes ont trop de points. Et en plus de ça, tu sais ce que c'est la news excellente? Je te laisse mettre la prochaine Et affiche. je l'ai découvert du coup dans l'écriture du podcast. C'est que juste que pour équilibrer ton format, tu peux bouger les nombres de points. Au besoin. Extraordinaire. Il n'y a plus de ban, en fait. Extraordinaire. Alors attention à pas le faire trop souvent, sinon c'est un enfer. Tu te ramènes dans ton local game store. Ah, mais tu sais pas, ça t'est changé, il marche plus ton deck. Ah. C'est vrai. Mais là, c'est le début du format, c'est normal qu'ils mettent à jour. Ouais. Et du coup, c'est effectivement, par exemple, le format, comme le groupe vit bien pendant un an. Dans un an, ok, petite mise à jour, on a envie de bouger le format. Boum, on change des trucs. Et en fonction de ta limite de points, ton deck, il est toujours bon ou il est plus bon, quoi. C'est ça. Donc, first update, on voit que notamment Dimension Shifter, qui est une carte qui est vraiment très impactante, c'est une carte de hate spécifique qui interdit aux joueurs de jouer avec leur cimetière. Forcément, cette carte-là, elle était peut-être un peu trop prédatrice, donc ils ont monté son nombre de Ouais. points. C'est-à-dire que c'est 30 points maintenant pour en avoir 3. Exactement, c'est 30 points pour en avoir 3. Et je trouve ce système de jeu brillant. Brillant parce qu'il est modulable à l'infini, Ouais. ne permet Je joue d'invalider 3 potes à quasiment Bride. aucune carte. Mm. Et te permet du coup d'avoir l'équilibrage parfait. Tu sais, parfois le bon équilibrage, quand une carte est trop forte, c'était pas forcément de plus jamais la jouer, c'était de pouvoir moduler entre guillemets son impact dans le deck. Mhm. Avec ça, tu peux un peu le faire, quoi. Ouais. C'est très très bien fait. Et comme tu dis, avec les changements de points, tu peux changer complètement le metagame. Complètement. Alors que la carte est légale. C'est juste, ok, bon, ma pot of grid, c'est tout le monde en joue 3. Ouais. On triple le nombre de points. Ce qui fait que dans les formats high power, tu l'as toujours, elle bouge pas. Ouais. Dans les formats plus low power, on peut plus la jouer. Et tu auras plein de Et hop. groupes de kitchen table qui se diront nous on joue en 30 points, nous on joue en 50 points, nous on joue en 200 points, tu vois. Ce sera au plaisir, comme dans le wargame en fait, comme dans les Warhammer. Et je vais reprendre les mots de Coria Twitch parce que je pense que j'y adhère. IMO, c'est le meilleur système de jeu TCG que j'ai vu de ma vie. C'est le meilleur système. Après, attention, il faut que ce soit bien fait. Que ça soit bien fait, ça demande si un à travail l'usage, titanesque. voilà, déjà le travail est fou. Si à l'usage, on voit que les points sont pas bons, ils peuvent être corrigés. Mais si aucun point, on va dire, n'est vraiment bien fait, du coup particulier. Et ça demande, parce que là, on voit le résultat, c'est-à-dire, on annonce le format, Yu-Gi-Oh! Genesis, ça demande et un travail de fou. vous avez ces cartes-là qui valent tant de points. Mais avant ça, tous les tests qu'ils ont dû faire, parce que c'est pas, ils ont fait une ébauche et on envoie. Hein. Ils ont dû faire énormément de tests sur le. Ça fait peut-être 2 ans qu'ils taffent sur le truc. C'est possible. C'est vraiment très très loin. Il y a beaucoup de cartes à Yu-Gi-Oh! Hein. Pour beaucoup, à mon avis, c'était facile de mettre 0 points. Oui, c'est plus compliqué pour les cartes. J'ai dit 95%, je serais pas étonné qu'il y ait même 99% des cartes de Yu-Gi-Oh! Qui aient 0 points. En fait, ils ont surtout listé et mis de côté tout ce qui avait l'air de dépasser ou d'être trop puissant. Ouais. Et donc là, ils se sont concentrés sur les points de ces cartes-là. Mais peut-être qu'à l'usage, il y a des archétypes qui, eux, avaient 0 points parce qu'ils ne les ont pas vus dépasser, mais qui, dans ce format, va se mettre à dépasser et ils leur colleront des points après. Quoi.
On nous dit que ce Mais serait inspiré d'un format Magic qui s'appelle Vancouver ou quelque chose comme ça. Alors c'est très possible, hein, ils n'ont pas inventé ça, Yu-Gi-Oh! c'est pas impossible. Sauf que le faire sur la database En fait, d'absolument c'est toutes les cartes de ton histoire. l'appliquer dans un TCG, ça paraissait très dur. Voilà, et en plus que quand tu fournis ça, il faut des sites, notamment peut-être un site officiel, qui répertorie ça, parce que si tu veux faire une decklist et à chaque fois tu dois regarder combien de points vaut telle carte, Il c'est faut que très tu la long. check instantanément. Alors que là, tu peux. Enfin, normalement, il y a un site qui est déjà à jour avec ça, hein, je crois, hein. Je suppose. Ouais. Tu peux faire ta decklist et ça te dit en temps réel les points que tu as. Du coup, si tu vois que tu montes déjà très vite avec tes premières cartes, en mode ah ok merde, c'est pas bon, faut que je modifie plutôt que de faire une decklist, elle est pas bonne, ok je modifie, c'est pas bon, je modifie. Trop relou ça. Ouais. C'est trop chiant. Jusqu'à ce que tu connaisses les points par C'est cœur. vraiment très bien. Il y a aussi beaucoup de comptes Facebook ou de comptes Instagram qui répertorient en une seule image, en gros, euh, Hmm. tous Non. les board breakers, Ouais, toutes les end traps, toutes les Xyz, en fait, toutes les cartes un peu staple que tu t'attends à voir, et comme ça, tu vois directement le nombre de points de chaque carte. ouais, tout à fait. Donc, non, il y a quand même beaucoup de travail, même de la part de la communauté, pour faciliter la lisibilité de ce format. Son seul défaut, c'est ça, hein, c'est la lisibilité à la construction. Mais par contre, au-delà de ça, derrière, ça permet vraiment de bouger les potards de la manière la plus fine que j'ai vue dans n'importe quel TCG. C'est hyper excitant. Et puis surtout, ça permet. Il y a déjà eu des tournois là, hein, qui sont sortis. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'ils ont déjà updaté Dimension Shifter par exemple. Ok. Et en fait, dans les tournois, tu vois que les gens ils jouent juste les archétypes qui kiffent quoi. Et ouais. Et les decks valent rien. Ça dépend du nombre de points. Ça, je sais pas. Et d'ailleurs, je sais pas quel impact financier ça a eu sur Yu-Gi-Oh! Ça, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a plein de vieilles cartes entre guillemets qui ont Ouais, dû peut-être. prendre un petit coup, mais bon. Peut-être. C'est vraiment. Ouais, c'est un Mm. nouveau format, quoi. Donc, bref, trop intéressant. Voulez-vous partager ça? On parle pas souvent du Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne, mais, Moi, mais ça me motive de fou, hein. quand ils font des trucs de fou, faut le dire, quoi. Je vais voir à quoi ça ressemble le jeu compétitif, mais Ça j'avoue arrête. que ça m'intéresse beaucoup. Pour ceux qui s'attendent, ah, c'est le retour à Yu-Gi-Oh! Rétro, non. C'est quand même Non, power, hein. C'est c'est power. patate, ouais. Ça joue full interaction, full end trap, full board breaker. Tes combos pour aligner des boards sont pas aussi violents qu'avec des links qui faisaient vraiment la transition pour pouvoir monter les escaliers de la puissance assez facilement et surtout de manière hyper générique. Mais je veux dire, là, tu peux te retrouver quand même avec des boards d'X6 ou des boards de synchro, ça fait quand même des choses puissantes, quoi. Je Mhm. trouve que c'est un peu Yu-Gi-Oh! Vibe 2018, tu vois. Ouais, Donc c'est pas non plus. il n'y a pas si longtemps. C'est pas du God Format ou de l'Edison, je préfère quand même Non, préciser. mais quand tu as une accélération rapide, on va dire comme Yu-Gi-Oh, surtout sur les dernières années, avec leur nouvelle mécanique, c'est vrai que revenir ne serait-ce que 7 ans en arrière, il y a déjà Ouais, il y une a grosse déjà- différence, quoi. C'est ça, et puis c'est ça, ça brasse hyper Mm. large. Et il y a des decks 0 points, Ouais. genre Vénère, Ah, ça, je sais pas. Mais Ou des c'est- decks 0 points, il y en a, j'en ai vu plein passer, ouais. mais En parce fait, que moi, en fait, la plupart des cartes d'archétype, tout ce qui a des points, c'est des staples génériques. Des Ouais. board breakers, des end traps, des piocheurs. Mhm. Tu vois, des cartes qui sont le lien dans plein de decks. ouais, C'est ça surtout qui a des points. Mais il y a des archétypes. Si tu joues des archétypes très combos qui jouent très peu de free spot, plus Ouais. ton engine de combo va prendre la place, moins t'as de free spot, et plus c'est toi qui vas imposer le rythme de la partie Ouais. et tourner autour des free spots de ton oppo, bah si ton archétype il a 0 points, ton deck il est quasi à 0 points, et tu peux aller chercher derrière il y a plein de free spots à 0 points aussi, quoi. ok, Donc j'ai vu passer plein de listes à 0 points. Est-ce que c'est Mhm. les meilleures listes du format? Je pense pas. ouais. Et est-ce que Bateau Sushi, c'est 0 points? Je pense que c'est 0 points et ça le sera toute sa vie, je pense. Let's go. Let's go, Bateau Sushi. Eh bien, écoutez, ça conclut ce podcast d'ailleurs. C'était la dernière news. Et pourquoi jouer un deck à 0 points quand le pot de cupidité est gratuit? Bah, le pot de cupidité, t'en as 3, c'est 90 points, t'as aucune autre marge de manœuvre, donc c'est pas gratuit. Mais pourquoi jouer un deck à 0 points? Je pense parce que le format 0 points va être très populaire. Bah oui. Je pense que c'est Et juste moi, le c'est popper ce de qui Yu-Gi-Oh! m'intéresse le plus, le format 0 points de base comme ça. Enfin, le C'est ça. 100 points et le 0 points, je trouve Ouais. que c'est les trucs le plus intéressants. Donc oui, ça conclut Voilou, ce voilou. podcast, mais incroyable comme annonce. Ouais, ouais, c'est vraiment trop cool. Bravo Yu-Gi-Oh! Bravo Konami. On vous laisse là. On vous fait énormément de gros bisous. Donc ils sont gros et il y en a plein. Voilà, et vous en faites ce que vous voulez. On se retrouve pour le prochain podcast dans 2 semaines, du coup. Et d'ici là, bien évidemment, les petites vidéos sur les petites chaînes YouTube, vous inquiétez pas. Et surtout, n'oubliez pas, C'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.